Parlons-en d'autres de ce qui s'est passé de ce repêchage. On a mentionné comme quoi, bon, effectivement, Gavin McKenna, premier show total. On s'en attendait, même lui, il a reçu l'appel de John Shaka avant. Ça. On verra tout copier de la NFL, soit dit en passant, même de recevoir l'appel de la direction avant même de se le faire annoncer en personne. C'est une autre affaire qui m'énerve du repêchage décentralisé, man. Avant, là, parce que ce qui m'a fait penser à ça, c'est que je suis retombé sur la vidéo de Michael Edge qui se fait repêcher au repêchage de 2024. Puis, tu sais, de voir que les espoirs n'ont aucune idée quand l'équipe s'en va au podium. Puis, tu sais, t'as vraiment comme une réaction 100% authentique. Ça, c'était tellement cool, man. Beckett Seneke, qui était un autre super bon exemple, là, de le voir choqué d'entendre son nom troisième au total. Là. Ça, c'était beaucoup plus cool qu'un appel niaiseux. On s'est fait spoiler d'ailleurs parce qu'on voyait McKenna au téléphone avant même que les Maple Leafs fassent leur choix. Là. Ça, c'était vraiment, vraiment stupide. Mais je me demande s'ils ont juste fait ça pour McKenna, dans le fond, vu qu'on sachait peut-être c'était déjà le premier. Tu sais, je pense pas que le reste de la première ronde, les gars savaient où ils allaient. Je sais pas, mais le fait que. J'haïs ça, moi. Moi, je voudrais juste qu'un kid qui regarde ça, qui est genre, non. Moi, je réponds pas. Mais pourquoi t'essaies d'être là? McKenna, il dit non à la réponse de la question de Justin Bieber. Mr. McKenna, on aimerait te repêcher. Je m'objecte. Non, je me aller en Floride ou à Vegas comme tout le monde. Merci. D'ailleurs, d'après moi, il ferait partir du Yukon puis aller en Floride, d'après moi, il ferait un sacrement de pas même météo, malgré que Yukon, c'est pas ce temps-là de l'année qu'ils ont du soleil à l'année longue. À la journée longue, c'est-tu. On commence à rentrer dans la time zone où. Je suis pas bon avec ça, mais c'est soit que c'est le jour au complet ou la nuit au complet. Fait que je sais pas c'est lequel des deux, mais je sais que c'est le jour. Je pense que c'est le jour au complet. Mais oui, je pense que oui. Écoute, il est rendu minuit, puis tu t'en profites encore sur la plage, gros soleil tapant. Parle-moi de ça. Ben, écoute, cette semaine, il y avait un match de la NCAA au baseball qui se jouait à minuit le soir, je pense, en Alaska. Ouais. Ouais. Ben, si ça doit être dans le coin de. Écoute, tu rendu pas mal à la même hauteur. Mais bon, podcast de météo. Podcast de météo. Oui, ben oui. Que nous sommes. D'ailleurs, la météo cette semaine, c'était soleil tapant le jour, puis l'après-midi, une petite pluie, soit une petite pluie, puis chevauche. Là, ben bon, ça, c'est encore une fois, c'est moi qui me plains. Hein? On se plaint pour bien des affaires dans la vie. Se plaindre pour bien des affaires dans la vie. Jason Robertson, qui se plaint de recevoir une offre qui moyenne quand même 15 millions de dollars annuellement de la part du Kraken de Seattle. Lui, il dit non. Il dit non. Puis écoutez, les gars, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est je ne peux pas lui accorder des intentions. Mais là, parce que là, il commence à avoir un bon. Comment je pourrais dire ça? Un bon cas de figure qui commence à se faire avec les joueurs américains et les équipes qui veulent aller. Bon. Nuance avec Jason Robertson, c'est qu'il n'était pas sur l'équipe. Mon gars pense qu'il a le droit de choisir d'aller au Minnesota, à Vegas ou en Floride comme les autres gars, mais il ne faisait pas partie du Boys Club des États-Unis. Hey, je sais pas s'il veut t'en aller là-bas. Je suis même pas tant. Moi, je pense que ce que Jason Robertson veut depuis le début, là, c'est rester à Dallas, mais qu'on monte le montant puis on n'est pas prêt à le faire. Je sais pas s'il acceptera un échange à qui que ce soit en ce moment. Puis oui, évidemment, le 15 millions par année a fait réagir, puis avec raison. Là, c'est une grosse somme d'argent, puis surtout dans un État comme celui de Washington où est-ce que les taxes sont pas un enjeu. Là, par exemple, il y a des chances que ça le devienne. Là, peut-être que ça a été un facteur. Mais bref, ça pour dire, c'est pas un enjeu comme celui, disons, au Canada. Mais là, écoute, Jason Robertson qui se met dans une situation où il n'y a comme pas de chemin vers une entente avec Dallas, mais il n'a pas l'air de vouloir aller nulle part. Fait on se retrouve un peu parce que personne ne sait trop quoi faire de ce dossier-là. Là, c'est François Gagnon qui est sorti ce matin, ça a mis le feu au poudre à Montréal, comme quoi Jason Robertson serait potentiellement intéressé à venir à Montréal. Je vais le croire quand je vais le voir, mais ce serait phénoménal. Là. Mais bref, je sais pas, moi je pense encore que tout ce qu'il veut, c'est Dallas, puis il essaye de mettre de la pression. Lui, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il est éligible à signer une offre hostile le 1er juillet. Et écoute, encore une fois, on en parle tout le temps. Chaque année, est-ce qu'il va avoir des offres hostiles? Mais lui, est-ce qu'on va vraiment tomber dans le panneau encore une fois? Non, mais dans le cas particulier où, OK, Robertson obtient le 15 millions qu'il veut, 14-15 millions qu'il veut, avec une équipe qu'il veut,
Si tu la signes, tu te ramasses dans une situation où, tu es sûr d'avoir ton montant. 2, tu te donnes une chance. Tu es sûr que tu te retrouves dans une équipe que tu aimes avec ta nouvelle équipe ou Dallas qui peut gagner l'offre. 3, tu te donnes une réelle chance de revenir à Dallas, qui semble, selon moi, être son scénario préféré. Je pense que pour lui, c'est la résolution la plus simple. S'il veut avoir son argent puis essayer de revenir à Dallas, tu leur mets la pression sur eux de moi, j'ai signé cette offre-là, je suis prêt à aller là-bas, égaler l'offre. Puis, si t'es Dallas, est-ce que tu le gardes à 15 millions par année ou est-ce que tu prends les 4 choix de première ronde qui viendraient avec une offre hostile qui ressemble à ça puis tu utilises ces choix-là pour autre chose? Comme Dylan Larkin, par exemple. Ouais. Mais moi, ce que je retiens aussi, c'est le fameux argument justement de ces États pas de taxes-là qui ont des avantages, que c'est pas égal pour les autres. Faut que tu sois bon, ça ne change rien si t'es pas bon. Non, c'est ça, ça vient de prendre un bon coup. Tu sais, Nashville, là, Nashville aurait pu signer là, Jason Robertson puis dire nous autres, on n'a pas de taxes, puis on garde a un avantage sur tout le monde. Là. Bob, veux-tu qu'on revienne à il y a 2 ans quand on donnait déjà la Coupe Stanley aux Prédateurs qui sont allés signer tout le monde pas possible, puis t'as-tu vu la saison de Ben oui, mais en même temps, je peux comprendre un peu Jason Robertson dans le sens que, Seattle, c'est pas... Tu sais, il y a un discours un peu négatif autour de la Ligue nationale. Oui, justement, les joueurs américains puis tout ça, mais à la base de tout ça, là, c'est des gars qui ont vu leurs équipes être inadéquates dans leur gestion hockey, puis de leur plan, puis de ne pas donner des opportunités de bonne gestion d'équipe de hockey. Seattle, c'est pas différent. Là. En ce moment, Seattle, c'est probablement l'équipe la plus irrelevant de la Ligue en ce moment. Là. Il n'y a aucune identité, il n'y a aucun plan, il n'y a aucune direction. Là, au moins, Ron Francis n'est plus là. Fait que déjà là, on a peut-être cleané quelque chose là-dessus, mais il faut quand même comprendre un peu, 8 ans dans une organisation que tu ne sais même pas dans quel pas qu'ils vont danser dans à peu près 36 heures. Là, on peut comprendre Jason Robertson. Absolument. C'est une drôle d'équipe, Seattle. Je comprends pas. Le vrai problème de Seattle, selon moi, OK? Puis je trouve qu'on repêche tellement bien. À chaque année, j'adore le repêchage de Seattle. Je trouve qu'on... Shane Wright, ça n'a pas débloqué comme on l'aurait voulu, c'est un bon choix. Matty Beniers, ça a bien commencé, ça stalle un peu. Puis je pense que c'est un problème qu'on voit à Seattle. On est incapable de développer du talent. On a des bons joueurs, OK? On n'a pas de joueurs exceptionnels, mais on a comme plein de bons joueurs qui sont jamais capables d'atteindre un autre niveau parce que ça stalle, puis on n'est pas capable de bien les développer, puis tout. Puis écoute, est-ce que le changement de direction va avoir un impact là-dessus? Je ne sais pas. Puis, écoute, je vais leur donner du crédit, contrairement à d'autres équipes. On ne se laisse pas juste tomber à terre. On essaye de signer les gros noms. Robertson, on a essayé Panarin aussi avant la date limite. On a ramené Bobby McMahon aussi, qu'on a acquis à la date limite. On l'a signé pour le conserver. Tu sais, on essaye des choses à Seattle. Je vais leur donner... La réalité, c'est que c'est une destination dont tout le monde se fout en ce moment parce que on n'a pas démontré qu'on est capable de gagner. On n'a pas démontré qu'on est une organisation sérieuse. On n'a même pas démontré si on va être acheteur ou vendeur. Puis j'ai l'impression qu'à l'interne, on ne sait même pas si on va être acheteur ou vendeur. Fait on est comme pogné avec un drôle de groupe de joueurs à Seattle. Puis oui, des bons espoirs qui s'en viennent, mais rien qui laisse croire qu'on va être capable de les développer. Fait que ça donne quelque chose comme ça. Là, genre au moins, si on peut vraiment avoir la meilleure preuve ou le meilleur moyen de tester une nouvelle direction dans le développement des joueurs, tu as eu la chance d'avoir Chase Reed au numéro 7. À ce temps, regarde ce que tu peux être capable de faire. Ça, c'est mais à chaque année, je me dis ça. Je me suis dit ça avec Jake O'Brien, je me suis dit ça avec Berkeley Catton. À chaque année, je me dis, wow, ils ont vraiment pris le gars vraiment, vraiment cool qui a chuté. Puis à chaque année, ça donne un... J'adore Chase Reed, je pense qu'il va être excellent, mais à Seattle, on n'a encore pas démontré qu'on est capable. Puis il n'y a jamais de gros pointeurs aussi là-bas. Tout est fucké à Seattle. Non, il n'y a jamais un joueur qui se dit wow, il y a vraiment une superstar. Jamais. C'est l'épitome de 20 buts, 50 points. Ouais. Il y a 60 points à Seattle. Ils auraient été incroyables. Ils auraient été incroyables au milieu des années 2010. On va leur dire ça. Ça aurait été une vraie équipe de hockey. Mais tu sais, elle est là, la nuance avec les autres équipes. Puis, écoutez, ce qui est de la taxe sur l'imposition, c'est du bonbon. Mais encore une fois, on va le répéter, c'est pas par hasard que les Panthers non plus aient gagné les 2 coupes back-à-back. C'est que ça donne qu'il y a eu du bon développement et qu'il y a eu une bonne direction avec ça. Encore une fois, c'est du bonbon. Les gens aiment casser du sucre sur le dos de tout ça aussi, mais
Puis oui, il y a tout le reste. Puis il y a quand même un rapport qui est sorti du côté d'Ottawa comme quoi un sentiment anti-américain aurait aidé à ce que Brady Tkachuk veuille sacrer son camp. Mais bon, encore une fois, c'est du bonbon là-dessus. Parlons quand même direction, tout cela durant cette semaine, Pop. On a eu quand même un gros show de 2 DG qui sont sur le hot seat, hein? C'est pas encore éjectable, là, mais où ça, il commence à avoir de la fumée un peu. Cal Davidson à Chicago, Chris Drury avec les Rangers de New York. Pourtant, Chris Drury, Pop, qui a quand même fait du moins transaction d'envergure avec les Golden Knights en allant chercher Dorofeyev. Puis même cette transaction-là a fait beaucoup jaser à Montréal parce que les gens ont regardé le prix qui a été payé pour en faire l'acquisition et les gens se sont dit, oui, mais attendez un peu, le Canadien a ça et plus à donner, mais il ne faut pas trop s'emballer, tu dis. Moi, ce qui m'énerve un peu là-dessus, puis écoute, m'énerver, c'est un grand mot. Là. Tu sais, je pense que ça va être beaucoup de DG. C'est du sport, hein? Oui, c'est du sport, mais je pense que le vrai sentiment, ça va être pour plusieurs DG de la Ligue. Un contrat de 7 ans, 77 millions à un Pavel Dorofeyev, ça va tellement resetter le marché, là, pour des... Puis pas juste le marché pour des, mettons, des Kirill Kaprizov, des Connor McDavid. Pas ce genre de marché-là, mais le deuxième marché juste en dessous de, des bons joueurs, pas nécessairement le top gars au free agency, peut-être le deuxième, troisième, quatrième option là-dessus. Écoute, je ne sais pas pourquoi les Rangers, sont allés payer plusieurs choix pour aller chercher un Pavel Dorofeyev et de 2, donner 77 millions à un gars comme Pavel Dorofeyev qui... Je ne suis pas convaincu. Dans le style de joueur, je comprends que c'est un gars qui est capable de marquer 30-35 buts en une saison. Je comprends totalement le hype là-dessus, seulement 25 ans. Mais c'est un gars qui va chercher beaucoup ses points et ses buts en avantage numérique. C'est un peu... Le comparatif pour moi, c'est un peu comme Chris Kreider quand il avait fait sa saison de 50 goals il y a à peu près 4-5 ans. Là. La majorité de ses buts, c'était en avantage numérique, puis il n'a jamais été capable de refaire ça. Ce qui aidait à Vegas, tu avais des gars comme Jack Eichel, tu avais des gars comme Mitch Marner qui pouvaient être excellents distributeurs de rondelles. Si on avait encore Artemi Panarin à New York, peut-être je serais moins pire là-dessus. Mais là, il y a qui, à part Adam Fox, pour distribuer une rondelle, mettons, sur l'avantage numérique avec les Rangers? Il n'y a personne. Chris Kreider, c'est bon, c'est pas lui qui distribue la rondelle. JT Miller, c'est pas lui qui distribue la rondelle. Mika Zibanejad a fait sa carrière en marquant l'avantage numérique, donc clairement, ça ne va pas changer encore pour l'instant. Je ne sais pas à quel point le fit est bon pour les Rangers avec Pavel Dorofeyev là-dessus. Je suis d'accord avec toi que les Rangers, c'est une drôle de décision de leur part. Les Rangers, eux autres, si on n'a aucune idée si on achète ou si on vend, là, on ne comprend pas. Vraiment, je vois pas de vision chez les Rangers. On dirait qu'on se dit, ben gars, on achète Karkin, fait qu'il faut qu'on essaie de maximiser pendant qu'il est là, mais on va essayer d'échanger Trocheck aussi en même temps, mais on va échanger Panarin puis on le gardera pas, mais on donnera pas tant d'opportunités à nos jeux. C'est pas clair ce qu'on fait chez les Rangers. Je suis pas un immense fan. Puis écoute, Mio, tu parlais de Chicago avant Carl Davidson donner le 4e show total pour Bo Byram. OK. Est-ce qu'on peut ouvrir une parenthèse, OK? Juste pour ouvrir une petite parenthèse. Je reviens aux Rangers après, vas-y. La journée de mardi, là, quand tout explosé là, en l'espace de 7-8 heures, là, comment vous avez vécu ça? Moi, j'étais occupé à ce moment-là. J'ai comme tout rattrapé plus tard. Mais des points d'interrogation, des points d'interrogation un peu partout. Simon Nemec est changé. William Eklund est changé. Il y a eu l'échange Jordan Kyrou. Puis là, on termine ça avec Bowen Byron contre le 4e show au total. Là. Ouais. En presque 10 ans, jour pour jour, après la fameuse heure qui a détruit la Ligue nationale avec Stamkos, Weber, puis Adam Larson, puis tout ça. C'était incroyable. Oui, ben Stamkos avait signé avec le Lightning. Ah oui, OK, dans ce sens-là, oui. Il y a eu Stamkos contre le Lightning, il y a eu Taylor Hall contre Adam Larson. Chez Weber. Oui. Puis la fameuse transaction. Quand est-ce que Stamkos a été changé un à Adam Larson? Non, c'est lui qui avait starté cette journée-là. C'est-tu un effet Mandela que tu es en train de nous donner là? Mais oui, ben c'est ça, mais les Rangers en soi, hein, je veux dire, écoute, moi, on me dit avantage numérique, on regarde les Rangers, je me dis c'est ça ou c'est rien, c'est l'avantage numérique pourtant. Ça a été le motto des Rangers durant les 5 dernières années.
Avec ou sans À 5 Philippe contre 5, Panarin, on soit peut dit en passant. ouvrir. On espère qu'Egor Shesterkin nous sort de l'embarras, puis on va aller marquer sur l'avantage numérique. C'est ça le motto des Rangers depuis 5 ans. Là. Puis, Ça je changera je rien, reviens, là. je reviens peut-être à ce que je disais tantôt pour le de Raphaël. Là. Moi, quand même, j'ai appris, j'étais sceptique du gars en début d'année, puis j'ai appris à l'apprécier parce que oui, c'est un marqueur, mais c'est aussi un gars qui est excellent défensivement. Étonnamment, tu crois pas ça, mais ce gars-là est vraiment pas mauvais défensivement. Puis écoute, il y a une affaire aussi qu'il faut pas oublier. Là. Oui, le 11 millions est choquant. Oui, le 11 millions, c'est gros, là, mais dans la nouvelle LNH, là, 11 millions, c'est rendu 8 millions. C'est le 8 millions Ouais, ben, je pense que 11 millions, c'est le nouveau 8 millions. ça, Préparez-vous, là. Ça va signer des contrats qui n'auront pas de bon sens les prochaines années avec le plafond qui augmente. Là. On ne peut pas regarder les contrats qui ont été signés, disons, il y a 4-5 ans et les comparer avec les Non, contrats même pas, juste il y a 18 mois. ce n'est pas du tout la même chose. Le plafond a beaucoup trop explosé depuis ce temps-là. Fait que, oui, c'est un gros montant, 11 millions, mais tu sais, ça va être des gros contrats qui vont suivre. Ben, C'est surtout pour un gars comme Dorofeyev qui était en position de force, d'avoir une grosse saison. Tu as 1 an d'autonomie complète, tu étais RFA. L'attaque de la finale de la Coupe Stanley. Exact. Puis le fait qu'il venait de se faire sa nouvelle équipe, son équipe a fait l'acquisition, fait qu'il vient avec du levier dans ce dossier-là. Fait que préparez-vous, 11 millions, c'est le nouveau 8 millions. Puis il y a 8 millions pour un gars comme Dorofeyev. Il y a comme si on prend nos repères d'il y a 3 ans. Là, ça a de l'allure. C'est cher, mais ça a de l'allure. C'est l'épitome de cette nouvelle convention collective et de ces nouveaux plafonds qui continuent d'augmenter. Puis peut-être finalement, des gens qui peuvent comprendre que finalement, peut-être que Noah Dobson, 9 millions 500 000 $, c'est pas si pire considérant où est-ce que ça s'en va, où est-ce que tu peux avoir sur une formation. Aussi, niveau transactions, bien sûr, hein, il y a bon nombre de transactions qui se sont faites au cours de la semaine. On a parlé de fameux échanges avec les Blackhawks pour Bowen Byram. On parlait comme quoi Carl Davidson. Probablement quelqu'un aussi qui joue pour sa job en ce moment. Washington qui joue gros aussi. Hein? C'est pas juste la question de Jordan Kyrou pour Connor McMichael, entre autres, puis le choix de premier tour. Mais je veux dire, c'est aussi, mon Dieu, Alex Stock qui rentre dans cet alignement-là. Saint-Louis aussi, une équipe très active qui va chercher Mason McTavish. Puis quand même payé pas pire aussi pour Mason McTavish. Peut-être qu'Anaheim. Puis tu sais, je sais que Félix était très proche du dossier aussi. Tu travailles beaucoup sur le dossier aussi avec DLC. Mais Anaheim, maintenant que cette transaction est complète, on va me dire que oui, mais faut-il jeter la serviette sur le potentiel de Mason McTavish, tu sais? Non, ben, écoute, McTavish, c'est un drôle de gars. Il y a des raisons d'être inquiet sur le fait que c'est pas le patineur le plus rapide. C'est pas nécessairement le gars qui est le processeur le plus rapide, disons. Mais tu sais, ça reste un gros bonhomme qui est capable de jouer au centre. Puis ça, s'il y a une affaire, on en a parlé la semaine passée, là. S'il y a une affaire que les DG aiment plus que tout, c'est un gros bonhomme qui est capable de jouer au centre. Puis, tu sais, il y a du potentiel avec McTavish. On l'a vu dans la LNH. La dernière saison, tu sais, tu peux te dire que c'était un cas à la Jeremy Swayman, un gars qui a tardé avant de signer son contrat, n'a pas eu un été d'entraînement normal. Peut-être que là, un été normal, nouvelle équipe, ça va permettre de relancer un peu sa carrière. Il y a du potentiel là. Et d'ailleurs, petite information sur McTavish qui est sorti de la part d'Arpin Bassou. Si l'échange avec les Blues était tombé à l'eau, parce que la raison pour laquelle l'Anaheim a fait cet échange-là, c'est parce qu'il y avait, voyons, le nom m'échappe, l'espoir qui ont pris 15e au total avec ce choix-là. Nikita Nikita Klepov, exact. C'est le gars qu'on a pris. Si ce gars-là n'était pas disponible au 15e rang, les Ducks n'auraient pas fait cette transaction-là. Donc, si ça avait eu lieu, le Canadien était prêt à déposer une offre à ce moment-là pour obtenir McTavish. Qu'est-ce que cette offre-là aurait inclus? On peut penser que le 28e choix aurait été là. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre? On a eu 2 jours de première ronde, fait qu'on peut penser qu'il y aurait quelque chose d'autre. Est-ce que c'était un autre choix? Est-ce que c'était un espoir? Aucune idée. Mais il y aurait eu une offre possiblement de la part du Canadien si cette transaction-là avec les Blues était tombée à l'eau. Puis, parce qu'on parlait des finalistes comme étant les Blues, les Rangers, on a sorti que les Rangers ont pivoté avec Dorofeyev. Les Blues, finalement, l'ont eu, mais si ça avait floppé du côté des Blues, possiblement que le Canadien et j'imagine d'autres équipes auraient tenté leur chance avec McTavish. Et dans toutes ces affaires-là aussi, pop, dans cette foulée aussi du repêchage, les frères Rock ont été repêchés dans la même équipe. Je parle, Carl Dubas a joué de génie d'aller repêcher. Le pire dans tout ça, là, c'est
Le pire, c'est que, tu sais, on a parlé de la transaction de Jordan Carew qui faisait en sorte que Saint-Louis avait le 15 et le 16e choix. Moi, c'était un peu cet échange-là dans tout ce brouhaha du mardi qui s'était un peu évaporé là-dessus, un peu celui-là que j'avais moins prêté d'attention un peu, puis j'avais comme oublié. J'ai comme catché comme une journée ou deux plus tard que Saint-Louis avec le 15 et le 16e choix, j'étais comme... Je vois-tu, genre... Non, c'est trop. Hey, c'est trop. Que j'avais pensé, genre, All of the Blue, qui va réellement se réaliser. Finalement, non. Mais au moins, les frères Marcus et Liam Rock sont à Pittsburgh, les deux ensemble. Pas les deux draftés back-à-back. Non. Il manquait juste ça un peu, mais au moins, il y a ça. Au moins, la photo des deux gars qui se pointent avec le meme de Spider-Man, c'était un très bon flash. Il devait le faire. Mais, hey, c'est qui le génie qui a dit que Maddox Dagenet allait être repêché chez les Blues de Saint-Louis? Moi. En même temps, les Blues, eux autres, en tout cas, ils ont bien de l'espoir envers le programme de la LHJMQ, soit dit en passant, as they should. Mais là, on a vu les images. Alors, c'était drôle. Vendredi, j'étais à un événement avec des amis. Puis la seconde que j'ai vu que c'est Maddox Dagenet qui passe, parfait, je texte Justin Carbonneau. Je dis, hey, écoute, Justin, je veux pas trop te déranger, mais à soir, j'imagine qu'il était occupé. T'as-tu du temps demain matin, genre un petit 5 minutes, on pourra jaser là, de Maddox Dagenet repêché. Il m'appelle tout de suite right away pendant que je suis dans mon événement. Je suis comme, hey, OK, hey, Justin, tu sais comment ça? Puis je me suis tapé un entrevue avec lui, mais bien content. On a vu le fameux appel FaceTime où il discute avec Maddox Dagenet sur sélection des Blues. Mais écoutez, ce fut un repêchage comme les autres. Caleb Malhotra, d'ailleurs, qui va être coaché par son père. Elias Peterson attend je pense qu'il attend dans le détour pour déjà commencer de la nouvelle bisbille à Vancouver. Mais regarde, vous savez quoi? On va les laisser savourer ce moment-là. On va les laisser savourer ça en famille. C'est le repêchage en soi. Mais Félix, pour revenir aux Canadiens et dans toutes ces transactions-là, il y en a une qu'on attendait avec un nom qui a été lié pendant les 72 dernières heures. Ce joueur des Blue Jackets de Columbus, Kirill Marchenko, un Russe lui aussi, ça chevauche entre, il veut retourner à Columbus. Il n'est pas tant chaud à l'idée de signer une prolongation de contrat. Il est chill à l'idée de rester à Columbus. On va savoir plus quelles vont être ses intentions du moment qu'on sait ce qui se passe avec Zach Werenski. T'as-tu jeté la serviette, toi, dans le cas de Kirill Marchenko à Montréal? Mais en fait, on connaît les intentions de Werenski qui est de sacrer son camp, puis on sait que Marchenko n'a pas l'intention de signer un nouveau contrat. Marchenko est ouvert à jouer les dernières. Ce sont les dernières, mais c'est juste que ça, au cours des 72 dernières heures, on entendait tous les scénarios différents. Oui. L'état de la situation est que Werenski veut s'en aller, Marchenko est prêt à jouer la dernière année, mais il ne veut pas signer un autre contrat après. Fait que, d'ailleurs, belle soirée vendredi soir pour Columbus qui apprend que Werenski et Marchenko veulent sacrer leur camp en même temps. Bienvenue à Emil Hemming, le nouvel espoir de l'équipe. Mais bref, Marchenko, pour vrai, on parlait de Rofeyev tantôt, là, tu peux difficilement trouver un meilleur comparable pour Marchenko. Non, mais écoute, c'est la même affaire, c'est la même classe, là. Et puis, c'est exactement le même cas de figure, les deux gars. Puis, pour vrai, là, Marchenko, s'il y a un gars, là, on parlait de gars pour lesquels le Canadien serait prêt à surpayer, là, tu peux difficilement faire mieux que Marchenko. Marchenko, là, avec Demidov, ça marque 40 buts en fermant les yeux. T'as pas tant besoin d'un gros centre si t'as ces deux gars-là sur un même trio. Marchenko, qui est aussi un client de Gold Star, avec Demidov, Zarovski, Pugachiev et tous les autres. Tu sais, il y a un lien qui est facile à faire. J'ai l'impression que ce serait facile de le vendre à l'idée de jouer à Montréal. Le fit est juste trop naturel. Il patine comme une bombe, il tire, c'est tellement solide, capable d'être point par match, aiderait tellement d'avantages numériques de donner cette option-là de tireur droitier qu'on avait avec Patrick Laine. Puis oui, Caulfield est là, mais Caulfield joue plus proche du filet, pas nécessairement sur le spot où est-ce que tu tires directement là, sur réception. Fait écoute, s'il y a un gars pour lequel je suis prêt à donner la lune pour aller les chercher, c'est Kirill Marchenko. Il n'y a pas grand-chose qui est hors de la table pour Marchenko. Le Canadien s'est essayé, s'est fait dire non. C'était avant qu'on apprenne que Werenski veut s'en aller, que Marchenko veut s'en aller aussi. Je pense que ce gars-là a de réelles chances d'être échangé cet été. Et pour vrai, je pense pas qu'il va avoir un meilleur fit à court terme d'un gars que tu peux aller chercher qui va instantanément améliorer ton équipe.
Puis oui, il va falloir que tu lui donnes un nouveau contrat dans un an. Il y a une dernière année à 3,85, puis après ça, il va falloir qu'il signe un nouveau contrat. Il va probablement vouloir en signer un gros, mais tu sais, à un moment donné, si tous tes gars laissent de l'argent sur la table, c'est pour que tu utilises cet argent-là pour améliorer ton club. Et Seigneur que Marchenko améliore cette équipe-là, ce n'est même pas drôle. J'ai besoin de Marchenko comme j'ai besoin d'oxygène pour cette équipe-là. Puis, hey, gars, tant qu'à pas d'autres Blue Jackets, là, ils vont probablement dire non, mais juste demande-toi si Fantilli est disponible en même temps. Juste prends une petite chance, juste au cas où là, tu ramasses les deux en même temps. Là. Si tu as Marchenko et Fantilli, pour vrai, là, tu donnes. Il y a peut-être 3 intouchables dans toute l'organisation pour avoir ces deux gars-là. Ce serait exceptionnel, mais écoute, Fantilli, c'est plus un rêve qu'autre chose. Là. J'ai besoin de Marchenko avec les Canadiens. J'en ai besoin. Une chance que tu en as besoin parce que moi, j'ai besoin de me faire convaincre que Kirill Marchek. Pas qu'il soit pas qu'il soit un fit ou non. Moi, l'affaire, c'est qu'on va surpayer. Pas une fois, mais on va surpayer 2 fois juste pour ce joueur-là. Pour moi, c'est cet aspect-là qui me titille un peu. Fait une chance, tu viens de me pitcher le pitch de vente, là, parce que j'en avais un peu besoin. Là. Moi, je pense on va surpayer pour l'échanger, puis on va sûrement le surpayer pour son nouveau contrat. Moi, c'est ça. Écoute, sérieux, là, les négociations vont être tellement simples. Là. Son agent va arriver, il va dire, gars, mon client est pareil que Pavel Dorofeyev. Dorofeyev va signer pour ça. 7 fois 11, c'est réglé. Et voilà. Je pense que tu le fais quand même. Mais écoutez, les gars, je veux dire, la tendance chez le Canadien, c'est les contrats à rabais, c'est pour exactement ce genre de situation que tu veux. Voilà. Tes 4 à 5 gars principaux soient à rabais. C'est pas juste parce que tu veux bien paraître sur une fiche de qui a les meilleurs contrats. C'est pour avoir la flexibilité pour que quand tu as une star qui est disponible, tu as un gros nom qui est disponible, tu peux y aller. Tu peux aller prendre un swing pour y aller. Si tu attends qu'un joueur devienne un joueur autonome, tu vas attendre longtemps parce que ça n'existe plus l'autonomie dans la LNH en 2026. Ça n'a jamais marché l'autonomie en plus. Exact. Ça n'existe plus. Le meilleur joueur autonome, c'est Jean Bobrovsky. Même John Carlson, ses droits ont été échangés, risque de signer avec les Hurricanes avant le 1er juillet. Là. Ça va être plate. Je sais pas comment les gens vont réussir à faire 9 heures le 1er juillet. Est-ce qu'on se fait un épisode spécial à partir de 6 heures demain? Sérieux, je sais pas. Puis, écoute, la seule action qu'on va avoir cette journée-là, selon moi, c'est peut-être des transactions. Fait que je sais pas comment on va réussir ça. Mais bref, je reviens encore à mon point. Là. Pour vrai, tu n'auras pas vraiment de meilleure option. Si tu attends un joueur de centre, tu vas attendre longtemps. Puis, écoute, l'autre affaire, puis dernier point que je vais amener là-dessus, là, si tu réussis à amener Marchenko, là, je serais prêt à donner genre quelque chose comme Zarovski, Goulet, puis des choix. Là, je donne une fortune pour ce gars-là. Là. Si tu vas chercher Marchenko, là, après ça, tu prends le téléphone, OK? Parce que Jeff Gorton a parlé aux médias cette semaine, et ça, c'était vraiment intéressant. Il a soulevé un aspect extrêmement intéressant. Quand il s'est fait parler de ses 2 meilleurs espoirs, Zarovski et H, j'ai été assez clair sur le fait que Zarovski allait passer la prochaine année en Russie. Quand il a parlé de Michael H, c'était comme un autre discours. C'était plus un genre de ouais, je sais pas, il a pris la décision, mais c'est des affaires qui se négocient. On essaie encore de. C'est des affaires qui se jasent. C'est fluide, la situation est fluide. Puis si tu as Marchenko et Demidov sur ton deuxième trio, tu prends le téléphone. Salut Michael, comment ça va, man? Gars, je sais que tu as décidé, je sais que c'est cool le Michigan la 3e année, puis tout, puis tu veux te développer pour être au centre, puis tout. Mais ça te tente-tu de venir un peu au centre de ces deux gars-là? Tu arrives, t'es deuxième centre en partant, il n'y a personne d'autre. Passer d'un commitment à Michigan à passer deuxième centre Ligue nationale, ça serait. Ça tente-tu? Gars, vite-en. Juste. Essaye-les pour le fun, on va s'amuser. Puis, encore une fois, je reviens, je l'ai dit sur ce show-là, je suis même pas convaincu que Michael H va être un joueur centre dans la LNH, mais si tu lui fais le pitch de Marchenko et Demidov, ça va être dur pour lui de refuser ça. Je sais qu'il y a son frère, je sais que Michigan va être bon, je sais qu'il y a probablement le sentiment de on veut finir ce qu'on a commencé. Et de la belle argent, Mais... mais... Il me semble que c'est facile de faire un bon pitch de vente. Ben, me semble. Mais en tout cas, encore là, il faut que Marchenko soit là. Oui, il faut. Mais bonne chance. Mais je souhaite d'être willing de surpayer pour ça. Et que, ça prend quand même 2 pour danser. Fait qu'il faut que Columbus accepte aussi. Mais on a compris qu'ils ont bien intérêt à le faire. C'est juste maintenant, est-ce qu'ils sont pressés de le faire ou est-ce qu'ils veulent attendre d'écouler cette dernière année de contrat?
Je sais pas, alors, moi, Les on pertes pour s'aligne rien, encore. ça serait- Tu sais, ça serait- s'aligne encore pour une autre maudite saison de Columbus qui va cogner à la porte des séries jusqu'au 82e match, puis on va juste savoir rendu là, puis ils vont s'entêter avec ça. Écoutez, c'est ainsi. Tu sais, le cas de Werenski, puis vite, là, juste pour revenir, le cas de Werenski, tu sais, il reste 2 ans de contrat. Lui, mettons que tu décides d'attendre une autre année, ça se défend. Marchenko, c'est sa dernière année de contrat à 3,85. C'est ça qui fait en sorte que lui, en particulier, c'est plus difficile de justifier ça. Puis si tu échanges Marchenko, ben Werenski va être fâché, puis il va vraiment vouloir partir. Fait que t'es comme un peu pogné à échanger un peu les deux dès cet été. Ça va être difficile sinon. Puis pour vrai, j'ai de la peine pour les fans de Columbus. Chaque fois que tu penses que t'es quelque chose, t'es fidèle de le partir, là, mais c'est malheureusement la réalité. Pour les fans de sport qui attirent bien du monde internationalement, là, précisément le hockey, le basket, où l'Ohio en soi n'a pas la cote auprès des joueurs. Hein, et, salutations à Joachim Noah, qui est une fameuse intervention qui disait comme quoi qui va en vacances à Cleveland. Il n'y a rien à faire à Cleveland. Mais bon, salutations aux gens de l'Ohio. On va terminer notre bloc hockey là-dessus parce que dans toute cette nouvelle, on a eu l'annonce de la prochaine cohorte qui sera au temple de la renommée du hockey. Et finalement, messieurs, Carey Price réussit à sa 2e année d'admissibilité. Mais bon, ça, c'est le fameux débat. Est-ce que ça vaut plus si tu es à ta première ou à ta 2e année? On s'en tape, t'es dedans. Donc, Carey Price, qui finalement, d'ailleurs, une nomination je veux dire, est-ce qu'on a besoin de revenir sur le sujet pendant 20 minutes, à quel point c'est mérité? Est-ce que les accolades, on a besoin de les mentionner encore? Premier dans les victoires, sa fameuse saison 14-15, le fait que tous les scrutins auprès des joueurs, puis ça, on n'en parle pas trop, hein, mais le scrutin des joueurs annuels de l'Association des joueurs qui disait que le gardien le plus difficile à battre, c'est Carey Price. Puis ça. Il était blessé en fin de carrière, puis il gagne encore le sondage. Ben oui, donc, puis tu sais, cette fameuse saison 2021 où il est allé chercher une force de je ne sais pas où peux-tu dire, juste sur un genou, quelque chose. Il a fait un pari avec le diable. Il fallait qu'il allait donner toute sa vigueur. Il fallait qu'il gagne la Coupe Stanley, sinon il sacrifiait tout le reste de son corps. Mon gars dit maintenant qu'il va faire des tournois de kickball ou de balles données, puis il a mal au genou. Tu sais, fait que. Ouais. Mais je veux dire, tellement mérité. Puis, tu sais, c'est quoi? C'est le premier joueur vraiment associé aux Canadiens qui rentre au temple de la renommée depuis genre Guy Carbonneau. Ben, il y a chez Weber l'année passée, mais c'est vrai. Ouais. Chez Weber. Il était à Nashville. Westburg, c'est encore un gars de Nashville. Ouais, tu sais, Weber, il est encore plus proche de l'organisation des Preds aujourd'hui. Ouais, puis voilà, tu sais. Donc, je le considère beaucoup plus comme un gars des Prédateurs, là, mais, tu sais, un gars, on peut dire vraiment un Canadien de Montréal, au sens que Guy Carbonneau l'a été. Tellement mérité. Puis, je veux dire, les gars, je pense qu'aussi, tu sais, oui, on vit beaucoup de premières en tant que partisans des Canadiens, comme quoi on vit beaucoup cette effervescence, cette équipe qui commence à surgir et qui veut aller maintenant gagner une Coupe Stanley. Puis on se dit vraiment, il y a vraiment un groupe en place prêt à le faire avec des gars qui gagnent des prix individuels, des gars qui marquent 50 buts, mais aussi une première pour un gars qui rentre au temple de la renommée du hockey, là. Absolument. Puis écoute, tu parles de cette équipe-là, là. Man, imagine Carey Price derrière cette équipe-là du Canadien. On n'arrêtera jamais de le voir. J'enlèverai à Dobbage puis à tous ces gardiens-là qui n'ont pas une vilaine saison, là, mais imagine Carey Price, prime Carey Price, là, avec cette équipe-là. Puis écoute, tu parles quand même tout l'hiver quand tu voyais le Canadien avoir 50 gars avec qui 100 points. Mais c'est vraiment frustrant que les deux meilleurs pointeurs coéquipiers de Carey Price en carrière, c'est Macklin Celebrini cette année puis Nick Suzuki l'an passé. Des saisons où est-ce que Price jouait pas. Puis écoute, tu parlais de comme quoi Price est un Canadien. Carey Price est un Shark de San Jose. Okay? Oui. Sharks admin le. Puis l'admin des Sharks de San Jose l'a prouvé. Ça, pour vrai, bravo aux Sharks d'avoir souligné l'intronisation de leur légende au temple de la renommée, Carey Price. Et chapeau aux fans au repêchage qui s'est pointé avec son jersey de Carey Price avec les Sharks. numéro 31. Bravo à tout le monde pour ça. Ça m'a beaucoup fait rire. Profitez dans les Sharks. Vous pouvez dire que vous avez eu Carey Price pendant une saison. Non, j'adore ça. Ça me fait beaucoup rire. Mais est-ce que de leur côté, San Jose se dit hey, imagine si on avait Carey Price quand on avait Macklin Celebrini qui fait 120 points? Ouais. Mais Carey Price amène cette équipe-là en série. Ouais, ça amène en série. Pas aujourd'hui. Ben, il était proche cette année. Écoute, la Pacifique était tellement. La barre était tellement basse que. Ouais.
Mais veux-tu vous rappeler que ce gars-là, il n'a pas 2 genoux fonctionnels? Non, mais pas cette année, pas cette année. On parle de Prime. On parle Prime. Mais là, je veux dire, c'est facile à dire. Voyons donc. Je veux dire, Canadien en 2016, s'il y avait un Alexander Semin Prime au lieu de whatever ce qui était rendu. Mio, règle numéro 1 du journaliste sportif, ne laisse jamais les faits contrecarrer un narratif. Mais voyons donc, Alice. Et alors? Fais pas ce métier-là pour rien. Bref. Puis aussi, d'ailleurs, dans cette classe-là, Patrice Bergeron aussi. Ah, lui, c'est le premier ballot. Lui, c'est le premier ballot, Patrice Bergeron. Patrice Selke Bergeron, devrais-je dire. Oui. Tellement mérité aussi. Lui, d'ailleurs, grosse semaine, lui aussi. Hein, numéro retiré, plus intronisation au temple de la renommée. Il y a eu des pires semaines que celle de Patrice Bergeron. Absolument. On salue là-dessus. Mesdames et messieurs, avant de continuer, si vous ne voulez pas rater nos excellentes takes, d'ailleurs, les gens qui se sont fâchés parce que je dis le corps d'une affirmation de Shane Wright de relancer à Montréal pour des choix qui n'avaient pas de bon sens. Ben écoutez, pour les autres dans ce genre-là, passez par nos comptes réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore TikTok, celle que vous voulez. On va être là-dessus.